Aujourd'hui, nous allons parler de Noël. Eh bah tiens, ne serait-ce pas la thématique de l'épisode? J'ai l'impression. Pour l'instant, je me suis bien fourvoyé. C'est dramatique en termes de résultats. Ça, on s'y attendait un peu. Hein. On a encore le temps. Il y a le temps, il reste le temps. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast de Basket Hoops. Je suis Tom et je suis en compagnie de Mike. Salut Mike. Salut Tom. Comment vas-tu ? Ça va très bien, c'est bientôt Noël. Il y a beaucoup de matchs de basket, il se passe plein de choses, donc je suis très content. Effectivement, c'est bientôt Noël et on arrive tranquillement au premier tiers de la saison régulière. Donc on va faire un premier petit bilan de ce tiers avec un petit point sur les Français, un petit point sur les surprises, les déceptions de cette première partie de saison. C'est vrai qu'il s'est passé plein de choses. Déjà, on peut voir qu'à l'ouest, c'est le Far West. Au niveau du classement, il y a plein d'équipes qui peuvent encore prétendre aux play-offs, au play-in, même à la première place. Mais on a vraiment quand même une tendance qui est que OKC est au top de son game. Et ensuite, quelques déceptions quand même. Et notamment, on pense à Denver pour l'instant, qui peine à trouver un bon rythme. C'est pas catastrophique. Hein. Ils sont 5e. Hein. Oui, mais tu vois quand même que Jokic, il enchaîne les performances de taré, mais qu'il y a un gros problème au niveau du banc. C'est quand même un petit peu dommage, et je pense que c'est un peu symptomatique de Denver aujourd'hui. Ils n'ont pas remplacé KCP, donc il leur manque un ou deux joueurs pour vraiment espérer, je pense, le top 4 à l'ouest, et puis faire un run en play-off. Mais sinon, Dallas, c'est quand même pas mal. Hein. On peut voir que c'est pas pour rien qu'ils sont allés en finale l'année dernière. Et c'est quand même très intéressant avec l'intégration de Klay Thompson. Et puis, par rapport à mes dernières prédictions, les Lakers avaient bien commencé et puis finalement, ça se casse la gueule. Donc jusqu'ici, je pense avoir vu juste. Mais c'est les Clippers, moi, qui vraiment m'impressionnent beaucoup avec cette équipe sans Kawhi, cette quasi-invincibilité à Los Angeles dans leur nouveau stade. Et puis Harden qui joue super bien, quoi. Donc on va voir si Kawhi revient, comment ça se goupille, mais finalement moi les Clippers c'est peut-être l'équipe qui m'a le plus surpris à l'ouest en ce début de saison. Et puis à l'est forcément les Cavs qui étaient quasi invincibles aussi, qui ont fait une série incroyable, qui là ont perdu quelques matchs mais bon, qui restent en tête, et puis très très solide, quoi. Quand c'est pas Donovan Mitchell qui te fait un carton, c'est Evan Mobley qui est capable de mettre 41 points. Ils vont bientôt récupérer Max Strus. Donc à l'Est, vraiment Cleveland qui impressionne, Boston qui fait le taf. Ils ont laissé partir 2-3 matchs, mais bon, tu vois, Porzingis, il n'a pas encore réintégré pleinement l'effectif. Enfin, il vient juste de réintégrer l'effectif. Il y a encore de la marge de progression pour les Celtics. Et voilà ce qui me vient en tête sur ce début de saison. C'est vrai que c'est plus dense à l'ouest, hein, entre Memphis qui est deuxième. Alors, au moment où on enregistre le podcast, évidemment, ça peut changer. Et Sacramento 12e, il n'y a que 4 victoires d'écart. Donc c'est vrai que les positions changent assez régulièrement. Là, on voit par exemple Minnesota qui a fait un début de saison un petit peu en dessous de ce qu'on attendait, qui est là en train de remonter. À l'Est, c'est vrai qu'il y a Cleveland et Boston, et puis derrière, il y a un petit gap, on va dire, avec New York 3e. Mais voilà, en tout cas, un bon premier tiers. Au niveau des Français, c'est vrai que dans le dernier épisode, on avait fait un petit point. Toi, qu'est-ce que tu retiens sur le premier tiers des Français ? Moi, j'avais une grosse interrogation sur Alex Sarr. J'avoue que j'avais eu du mal à envisager comment allait être son début de carrière et sa saison rookie. Moi, je suis plutôt très très content de son début de saison. Bon, même si Washington, c'est dramatique en termes de résultats. Ça, on s'y attendait un peu. Hein. Ouais, et puis bon, particulièrement quand tu as des Jordan Poole, et il nous en a fait une belle encore récemment. Là. Le crossover sur Pritchard. Ouais, le mec le pointe du doigt, et puis du coup, il peut pas prendre le tir. Jordan Poole pointed at Pritchard. Gave up his chance at the shot as Hauser closed the gap, and then from the corner, Champagne's no good. Mais je veux dire, quand c'est lui, quand c'est ce mec-là qui est un peu le leader de ton équipe,
bah forcément, c'est quand même un peu léger, quoi. Et puis bon, Kuzma, pour l'instant, il est beaucoup blessé. Mais ce qui est cool de voir de ce qui se passe, les choix que fait le coach de Washington, c'est que vraiment Bilal, Koulibaly et Alex Sarr sont dans le 5 de départ à chaque match. Et quand bien même, de temps en temps, ils font des mauvaises perfs, on sait que Bilal est capable d'enchaîner un match à 0 comme un match à 27 points, même si au niveau défensif et au niveau collectif, il est toujours présent. Au niveau offensif, il y a des jours où il est un peu absent, quoi. Mais en tout cas, ils perdent pas la confiance du coach, ils ont vraiment envie de développer. Et Alex fait un super début de saison. Il fait beaucoup de double-double, de la défense, le shoot. C'est ultra prometteur. Et il a l'espace nécessaire pour faire des erreurs et se développer. Donc c'est vraiment, moi je suis ultra content pour lui et ultra impressionné de son début de saison. Pour l'instant, il n'est pas considéré dans la course au rookie de l'année, mais je ne serais pas étonné qu'il pointe le bout de son nez au fur et à mesure que la saison avance. Et sinon, Zachary Rizaché, forcément, ce qui est vraiment chouette, c'est de voir qu'il s'est installé dans le 5 de départ. Il nous fait un peu, il est déjà régulier, quoi. Il nous fait son 11 points par match, quelques rebonds, quelques passes. Et pour l'instant, on l'a vu notamment dans les matchs coup près de la NBA Cup, on voit que son coach lui préfère DeAndre Hunter ou Bogdan Bogdanovic dans les moments chauds. On va dire dans les matchs à enjeu, il n'a pas autant de minutes. Mais il reste dans le 5, il s'installe. Atlanta, moi je trouve ça super chouette à regarder jouer. C'est difficile de jouer autour de Trae Young, et là tu sens qu'il y a une vraie alchimie. Trae Young est capable de faire des cartons absolus et puis parfois de passer un peu à côté. Et avec Dyson Daniels, DeAndre Hunter qui est revenu, Zachary, Clint Capella, et puis surtout Jalen Johnson, c'est très très solide. Ouais, c'est vrai que Trae Young, il a fait des matchs à 25 passes, tranquillou, et c'est vrai que ça joue super bien Atlanta. Hein. Ils ont été vraiment embêtés Boston à ton grand désespoir. Donc non, vraiment une équipe sympa à voir jouer. Bon, chez les autres Français, on a Victor qui confirme, hein, ça pareil, on s'y attendait un petit peu. Il a 23 points de moyenne, il fait des grosses perfs, toujours un petit peu le petit bémol du tir longue distance qui est toujours un petit peu aléatoire. Là hier il a fait 1 sur 7. Bon, mais c'est la NBA d'aujourd'hui. C'est la NBA d'aujourd'hui. Quand tu vois les Celtics qui cartonnent absolument, mais qui prennent 50 tirs à 3 points dans le match, ils n'ont pas nécessairement un super pourcentage. Tu as beaucoup de joueurs aujourd'hui qui font des 0 sur 10 et le match d'après, ils continuent. Hein. Donc il a carte blanche, je pense, Victor, pour ça. Et puis quand ça tombe dedans, par contre, ça fait mal. Ouais, Victor qui a fait un match à 50 points contre les Wizards. Salut Alex Sarr au passage, hein, parce qu'il se faisait pris sur la tronche quand même. Ouais. On peut pas dire que Alex Sarr il fait un match défensif absolument incroyable sur Victor, mais bon, en même temps... Qui aurait pu quand il est comme ça, et c'est vrai que c'est un match où il était en pleine réussite, longue distance aussi, donc effectivement il est injouable quand ça rentre dedans. Sur nos valeurs sûres, alors je suis un petit peu déçu moi par le début de saison de Rudy. Ouais, c'est vrai. Je sais pas ce que t'en penses. C'est plus en termes d'alchimie. Je pense qu'il avait trouvé une super alchimie avec Karl Anthony Towns avant le trade. Et que forcément, c'est une nouvelle paire d'intérieur. Et Julius Randle, c'est pas un intérieur comme Kat, quoi. Donc, je pense qu'ils ont eu du mal. On l'a vu, il y a une scène qui est absolument dramatique où Julius Randle refuse de lui faire la passe. Que du coup, Rudy est vénère, il se prend un 3 secondes. Et derrière, t'as Anthony Edwards qui dégomme tout le monde. And that was the wildest nonchalant 3 seconds I've seen. Gobert really didn't make an effort to get out of the paint. I don't know if he was frustrated he didn't get the ball. C'était un peu triste à voir. Je suis pas entièrement en désaccord avec Rudy sur le fait que mec, fais-moi la passe, j'ai l'avantage. Après, se prendre un 3 secondes, c'est quand même un peu idiot, quoi. Ouais, et puis il y avait le côté un peu boudeur, tu m'as pas fait la passe, donc je suis pas content, et du coup, je reste dans la raquette. Effectivement, un problème d'alchimie, et puis après, Rudy, ça a jamais été un grand mec de stats. Tu vois, il va faire son 13 points, 10 rebonds ou 12 rebonds. Ça, il en a fait plusieurs fois. C'est plus que je trouvais que l'année dernière, ils avaient vraiment une place, bien évidemment en défense, mais aussi en attaque.
Et là, vu qu'on rabat un peu les cartes avec des nouveaux joueurs et puis avec une nouvelle paire d'intérieurs, je pense que lui aussi a perdu un peu ses repères, quoi. Donc aussi bien son début de saison que le début de saison des Timberwolves est assez décevant pour le moment. Mais comme on disait, vu qu'il y a très 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 peu d'écart, ça se joue dans un mouchoir de poche, Minnesota peut entièrement trouver la solution et puis finir dans le top 4 à l'ouest sans aucun problème. Complètement. Alors après, dans les autres Français, on va revenir vite fait sur Gershon, parce que Gershon, notre évidemment, gars sûr, toujours. c'est toujours notre gars sûr du 2-8. Gershon qui est dans le 5, au milieu du marasme de Philadelphie actuel, quoi. J'ai vu un match où il n'y avait ni Embiid ni Paul George, et où Gershon était dans le 5, et clairement tu vois son impact sur le terrain. Et il y a des matchs, il fait des stats, d'autres il n'en fait pas, mais juste quand il est sur le terrain, les Sixers sont meilleurs. Il sait se placer, il fait les écrans, il prend des rebonds, il se bat, il shoot à 3 points, et je pense que Nick Nurse l'a bien vu. Moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est que quand Embiid et George sont là, même s'il reste dans le 5, il a beaucoup moins de temps de jeu. Mais j'espère que... Parce que j'avais quand même prédit que les Sixers feraient une grande saison. Pour l'instant, je me suis bien fourvoyé. Mais bon, c'était s'il n'y avait pas eu ces blessures. Mais là, disons que même quand ils reviennent, je ne sais pas ce qui vaut mieux, en fait. Et j'espère que Embiid, qui vient de se refracturer encore le visage, et George, qui on ne sait pas vraiment ce qu'il a, mais il vient 2 matchs, il repart 3 matchs. J'espère que d'ici le début de saison 2020, le début de l'année 2025, ça va se stabiliser et puis qu'ils vont commencer à revenir. Parce qu'à l'inverse, ce qui est bien à l'Est, c'est que il va pas leur falloir beaucoup de matchs pour réintégrer le play-in, voire le play-off. C'est ça. Je lisais un article où comme quoi, peut-être à partir de 33 matchs gagnés, tu peux prétendre à un play-in. Donc c'est inquiétant, mais il y a encore le temps de revenir. Et c'est juste ça. Je trouve que Gershon est l'un des meilleurs joueurs des Sixers actuellement. Espérons que ça continue quand il sera au complet, parce que clairement, il a le talent et la bonne mentalité pour ça, quoi. Ouais, il reste des matchs, effectivement, comme tu dis, Brooklyn qui est 10e et à 40% de victoire. Et puis eux, clairement, ils veulent chuter. Donc ils veulent aller à la draft, je pense, nos amis les Nets. Tout à fait. Puis un petit mot sur Tidjane Salin, que tu avais pronostiqué comme futur rookie de l'année. On a encore le temps. Il y a le temps, il reste le time. Mais c'est vrai que Tidjane, c'est un projet. Donc le début de saison de Charlotte est très sympa à avoir joué, en tout cas, mais complètement imprévisible. On ne sait jamais ce qu'ils vont faire. C'est un peu à l'image de la Melo Ball et compagnie, quoi, entre les blessures, les cartons, des moments où ils pètent un câble et qu'ils perdent des matchs. Mais bon, au moins Tidjane, jusqu'à sa blessure, parce qu'il a joué 21 matchs, mais il s'est blessé récemment, on l'a pas vu du tout en début de saison, il avait carrément pas de temps de jeu, donc là ça monte crescendo. Et il a intégré le 5, il a le talent, c'est clair que pour moi il a le talent, il a le physique, il a le shoot. Il y a un match où il décroche la prolongation sur un 3 points dans le corner. Moves up, got a rebound, the kid! Donc il a fait des actions de fou. Pour l'instant, il est à 5 points, 4 rebonds par match. Mais je pense que ça peut aller en s'améliorant. De là à ce qu'il soit rookie de l'année, peut-être que c'était un petit peu ambitieux. Mais j'aime bien ce que je vois quand même. Et puis un tout petit mot sur Moussa Diabaté, son coéquipier, qu'on a surnommé le Dennis Rodman français, qui fait des cartons au rebond et parfois pas beaucoup de points, donc un peu comme notre ami Dennis. Mais gros big up à lui aussi, parce que super début de saison pour lui qui est en tout et contract. C'est très très prometteur. Voilà le petit point sur les Français. Alors on a oublié évidemment, on peut pas tous les citer, mais on leur passe bien évidemment le bonjour et on leur souhaite de faire une bonne suite de saison. Alors Noël, ce n'est pas que les décorations de votre ville qui vont rester jusqu'au mois d'avril, c'est aussi le Christmas Day.
Le Christmas Day qui a une histoire, hein, donc ça va être notre petit basket rétro aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces matchs qui sont forcément particuliers ? Ouais, c'est vrai, la NBA a cette particularité. Il y a des matchs le jour de Noël, le 25 décembre. Et ça, c'est depuis 1947, donc quasiment à la création de la NBA. Je pense que c'est la 2e saison de la NBA où ils mettent des matchs à Noël. Au début, il y avait un peu une logique de géographie. Ils voulaient faire des derbies plutôt pour éviter aux joueurs de trop longs déplacements le jour de Noël pour qu'ils puissent revenir quand même dans leur famille et fêter Noël en famille. Mais ils se sont vite rendus compte, et notamment avec l'avènement des matchs à la télévision et l'argent qui va avec, que c'était l'occasion que les gens soient à la maison, du coup, pour regarder le match. Un peu comme le football américain à Thanksgiving. Le Christmas Day, c'est plutôt pour le basket. Et donc à faire des grosses affiches entre des équipes de premier plan. Donc jouer le jour de Noël en NBA, c'est un peu ce que souhaitent tous les joueurs et toutes les équipes, parce que c'est un peu c'est traditionnel et en même temps c'est historique. Souvent la NBA a voulu mettre donc ces grosses affiches, soit des affrontements qu'ils auraient adoré voir en finale. On peut penser à un LeBron contre Kobe, ça s'est jamais vu en finale NBA, mais ça s'est vu au Christmas Day. Et finalement, faire des rematchs aussi de finale NBA. Donc aujourd'hui, pour notre basket rétro, on va s'intéresser à l'année 1995, parce qu'en 1995, c'est justement la première fois que la NBA a décidé de faire un rematch de la finale NBA le jour de Noël, donc la saison suivante. Donc en 1995, c'est la finale entre Houston et Orlando. Donc gros affrontement entre Hakeem Olajuwon et Shaquille O'Neal, pour ne citer que. Houston balaye le Magic d'Orlando. Et la saison suivante, à Noël, on se refait un Houston-Orlando. À Orlando. For the first time since they got together in the NBA Finals last June, these two teams are getting together, which leads to one of the premier matchups in the NBA. At the center spot is Shaquille O'Neal going against Hakeem Olajuwon. Et c'est un super match, très serré. On a enfin une victoire d'Orlando, du coup, qui, on peut pas dire prend sa revanche, parce que se faire balayer en finale, ça laissera toujours un goût amer, mais qui joue un super match. Ça se joue à 2 points. Orlando bat Houston 92-90. Il y a un vrai duel entre Hakeem et Shaquille toujours. Hakeem Olajuwon finit avec 30 points, 12 rebonds et 6 passes, donc du Hakeem dans le texte. Et Shaq, lui, fait un 22 points, mais 18 rebonds et 5 passes. Donc un peu moins de scoring, mais quand même très présent. Et finalement, celui qui décidera de la fin de match, c'est Penny Hardaway, qui lui aussi fait un très beau match avec 22 points et 10 passes. Et surtout, le shoot de la gagne à 3 secondes de la fin, pour sceller le sort du match. Shot clock. 1 second differential with the game clock. Hardaway off the dribble. Goes right at Ellie. And hit. 3 and 1/10 seconds remain as Penny Hardaway is able to hit to give the Magic a 2-point lead. Donc ouais, là, on a vraiment vécu un très beau rematch de ces finales NBA, sachant que cette année 95, elle était un peu folle aussi, quoi. Houston, donc pendant les finales de 95, c'est leur doublé, parce que l'année d'avant, ils avaient battu les Knicks dans une finale beaucoup plus disputée. No one has ever done what this team's done. Come from the 6th seed, down in series. We won 9 road games, and we had non-believers all along the way. I have one thing to say to those non-believers. Don't ever underestimate the heart of a champion. Et ces deux finales-là, c'est le gap où Michael Jordan avait pris sa retraite. Mais peut-être que les gens... Alors, il en a parlé dans The Last Dance, dans la super série qui lui est consacrée, mais peut-être que ce que les gens se rappellent moins, c'est qu'en fait, Jordan, il est revenu le 19 mars 1995, donc à la fin de la saison régulière, et juste avant les playoffs. Et les Bulls sont qualifiés pour les playoffs. Donc Jordan revient avec son numéro 45 parce que il refuse de reprendre le numéro 23, notamment par rapport à son père,
Il disait, mon père va pas me revoir jouer, donc je veux pas reporter le 23. Il a pris le 45 qui avait une signification pour lui. Finalement, donc Orlando se retrouve contre les Bulls en demi-finale de conférence Est. On se doute bien que c'est Orlando qui gagne, hein, il remporte la série en 6 matchs, mais dans cette série-là, il se passe un truc assez dingue. C'est Nick Anderson qui, entre nous, n'en rate pas une sur ses playoffs, parce que on sait que les lancers francs en finale coûteront notamment un match à Orlando et ils s'en remettront jamais. Mais Nick Anderson, notamment, il arrive à faire des interceptions sur Jordan. Orlando domine quand même Chicago dans cette série. Et il se permet un petit commentaire. Il dit 45 and 23. Donc le numéro 45, c'est pas le numéro 23. A lot of people may not know this, but within that series, I think after game 2, Jordan changed his jersey back to number 23. Because Nick Anderson, after we had won, he said, number 45 ain't what number 23 used to be. Wow. And then everybody was like, wow, you need to shut your ass up. Jordan took it personally, comme il dit à chaque fois dans sa série. It became personal with me. Et en se prenant une petite amende au passage, en fait, il re-switch de numéro dans cette série-là. Donc directement à cause du commentaire de Nick Anderson. Il fait un super match, il se prend $25,000 d'amende. He switched from 45 to 23, is also wearing shoes that don't match his teammates. We understand he'll be fined for that. Didn't report his number to the league before changing it. Bon, ça suffit pas. Mais quand même, Jordan, tu vois que il avait arrêté sa carrière parce qu'il disait j'ai tout gagné, j'ai plus de motivation et puis mon père est mort. Donc il avait plus de soif du jeu. Il dominait tout, il pouvait plus jouer devant son père. Et puis là, Nick Anderson, il lui donne de la motivation. Et c'est pas, alors c'est peut-être pas imputé directement à ce pauvre joueur, mais l'année d'après, les Bulls, ils font quoi ? Ils font 72 victoires, 10 défaites, ce qui à l'époque était le meilleur bilan de l'histoire de la NBA. Et ils repartent sur un triplé parce qu'ils gagnent le titre les 3 années suivantes. Donc voilà, il y a ce petit épisode dans ces playoffs d'Orlando. Et je pense qu'aussi c'est ça, quand ils tapent les Bulls, quand ils vont jusqu'en finale, les mecs se sont vus un peu trop grands, ils étaient très jeunes. Puis après, ils se font balayer en finale contre Hakeem Olajuwon. Donc ouais, c'était une manière aussi d'apprendre. Mais bon, cette année 95 était quand même assez charnière. Puis d'un point de vue perso, moi, c'est l'année où j'ai vraiment découvert le basket. Ma première finale en tant que fan, c'est celle-ci, entre les Rockets et le Magic. Donc ça a toujours une petite saveur particulière. Effectivement, une finale marquante, 4-0 pour Houston, avec ce match 1 que Orlando aurait dû gagner, comme tu dis, Nick Anderson qui rate 2 lancers francs absolument essentiels. Et voilà, la suite de l'histoire, c'est que Orlando n'a toujours pas gagné un seul titre NBA, à ma connaissance. Non, c'est vrai. Il retourne en finale à l'époque Dwight Howard, mais ça s'arrête là au niveau du palmarès. On y reviendra un peu plus tard sur cette finale et ce choc des titans entre Hakeem Olajuwon et Shaquille O'Neal, qui sont quand même 2 des plus grands pivots que la NBA ait connus. On va passer à la rubrique suivante, et dans notre rubrique Nostradamus. Là, on arrive au début de la fenêtre des trades, et on va essayer d'imaginer quels peuvent être les gros trades à venir. Ouais, c'est vrai. Depuis le 15 décembre, en fait, les joueurs qui ont signé un nouveau contrat peuvent se faire transférer. Donc c'est clairement un peu le début entre maintenant et jusqu'à la fin, jusqu'à la date limite pour les trades qui va être en février. Je pense qu'on va voir quelques transferts. Ça se complexifie un tout petit peu avec les nouvelles règles financières, ce qu'on appelle les First Apron et Second Apron Teams, ceux qui ont déjà beaucoup de budget et qui ont déjà des gros contrats de joueurs. C'est plus aussi simple de transférer 45 joueurs pour un seul, mais il faut généralement que ce soit des contrats assez similaires en termes de masse salariale. Mais je pense qu'on risque quand même de voir un certain nombre de choses intéressantes. Ça a commencé très récemment avec un premier trade, qui n'est pas un grand nom, mais quand même Dennis Schroeder, qui fait un très très beau début de saison avec Brooklyn. Alors on aime ou on n'aime pas ce joueur, je suis plutôt dans la deuxième catégorie, mais
Mais c'est ça, on peut pas nier le fait que c'est un super compétiteur et qui fait des super stats à Brooklyn. Et donc, il débarque à Golden State dans un petit trade de D'Anthony Melton qui, lui, de toute façon, est blessé toute la saison et puis des seconds tours de draft. Mais c'est quand même assez intéressant pour Golden State, qui là récupère un joueur qui peut vraiment aider à la main et puis remplacer Stephen Curry quand c'est nécessaire. Mais justement, pour parler de Golden State, ils sont un peu au cœur de beaucoup de rumeurs. Et on pense que voilà, ils ont quand même surpris pas mal de monde en début de saison en jouant les premiers rôles à l'Ouest. Puis là, ça retombe un petit peu, quoi. Donc on sent qu'il y aurait besoin. Ils veulent clairement une nouvelle star, quoi, aux côtés de Curry, et pour faire un trio avec Draymond Green. Mais ce qu'on peut imaginer là, c'est Jimmy Butler qui va être un peu au cœur de toutes les rumeurs. Butler aurait dit, alors selon Shams Charania, mais démenti par son agent, que lui il veut bien évidemment une équipe qui va tout de suite gagner, soit au Texas, parce que lui est originaire du Texas, donc il aurait dit Dallas ou Houston, soit dernièrement à Phoenix, mais bon, je vois vraiment pas comment Phoenix peut là récupérer Butler. Ils vont pas transférer Bradley Beal. Enfin, je suis Miami, je prends pas Bradley Beal. Et Golden State, donc. Et là, Golden State, c'est un petit peu plus crédible, parce qu'ils ont vraiment des joueurs, en fait. Il y a Jonathan Kuminga, il y a Podziemski, il y a le contrat d'Andrew Wiggins, et puis il y a d'autres joueurs comme Kevon Looney, Gary Payton, qui peuvent faire partie du package. Donc, un trade de Jimmy Butler à Golden State, pourquoi pas. Après, bon, Butler, pas mal blessé quand même dans ce début de saison, donc ça reste un super compétiteur, mais à 35 ans, est-ce que ça vaut le coup de virer Kuminga, qui est clairement non seulement prometteur, mais qui a vraiment de l'impact actuellement sur le jeu, pour récupérer Jimmy Buckets? Bon, à voir, je sais pas trop ce que les Warriors vont faire. Moi, je me suis amusé aussi à essayer de faire un trade. Justement, il y a un super site qui s'appelle Fanspo, avec une trade machine. Avant, il y avait la trade machine de ESPN, mais j'ai switché sur ce site-là parce que justement, ça prend vraiment en compte les règles salariales. Tu peux mettre des tours de draft. C'est vraiment très très à jour et ça peut te permettre de voir si le trade que tu as en tête ou que tu as envie de faire sur NBA 2K, il est vraiment réaliste ou pas, quoi. Et bah là, je me suis amusé à mettre un petit package d'un père et d'un fils, d'un certain LeBron James avec Bronny, parce que bon, j'imagine que si LeBron décidait de partir, il emmènerait son fils dans les bagages, à Golden State. Et figure-toi que ça fonctionne. Si tu fais un petit package, Andrew Wiggins, Kuminga, Podziemski, Gary Payton, et j'ai rajouté Lindy Waters pour que ça fonctionne en termes de masse salariale, contre LeBron et Bronny, ça fonctionne. Et on sait que là, ça m'étonnerait que LeBron quitte les Lakers, mais il a très envie de jouer avec Curry, il a très envie de jouer pour le titre. Peut-être, je verrais bien un truc où il attendrait de voir si les Lakers font des trades intéressants pour se renforcer, pour vraiment jouer les premiers rôles à l'Ouest. S'ils n'y arrivent pas, est-ce qu'il ne va pas mettre un petit coup de pression au niveau de la trade deadline pour finalement partir du côté de Golden State, qui eux ont clairement des assets intéressants? Parce que derrière, tu récupères Kuminga. Voilà, ça peut faire un truc quand même intéressant aux Lakers. Donc voilà pour ma petite prédiction. Mais bon, quand même, ça paraît un peu surréaliste. Mais on a vu des échanges parfois aussi incroyables que ça, voire bien plus. Et donc l'autre idée, c'est vraiment qui les Lakers pourraient aller chercher là, on sait qu'il y a beaucoup de contrats expirants. C'est du côté de Washington, Valanciunas, Brogdon, c'est des mecs qui ont de l'expérience. Après, contre qui ils l'échangent, c'est à voir, mais tu vois, clairement, il manque un meneur aux Lakers. Ils ont essayé de mettre D'Angelo Russell sur le banc. Tu te dis, Malcolm Brogdon aux Lakers, c'est ultra intéressant. Est-ce qu'en récupérant Russell en contrepartie, ça peut le faire? Valanciunas au pivot pour être à côté de Davis. Voilà, donc je verrai quelque chose de ce côté-là. Si les Lakers déclenchent ça, peut-être que LeBron reste aux Lakers et les Lakers tentent de jouer le titre. Mais sinon, il faut absolument qu'il se passe quelque chose du côté de Los Angeles, parce que une fin de play-in ou carrément une 11e place, ce serait quand même très triste pour la fin de carrière de LeBron James. C'est sûr.
Bon, après, ils ont fait des bons matchs en début de saison. Là, ils sont un petit peu baissés. Anthony Davis a fait des performances de mammouth, il faut le dire. Donc, tant qu'il ne se blesse pas, parce qu'évidemment que Davis, ses problèmes, c'est surtout des problèmes de blessure. Moi, je pense comme tu dis, ils peuvent viser au moins le play-in, quoi. Après, est-ce qu'ils vont considérer de prendre le risque de faire effectivement un trade assez énorme? Parce que de toute façon, si LeBron part, le trade sera forcément énorme, et médiatiquement et au niveau de l'impact sur l'équipe. Est-ce que tu penses qu'ils sont prêts à prendre le risque de faire ça? Ce sera pas leur décision. De toute façon, LeBron James, il a une no-trade clause. Donc, si ça venait des Lakers, LeBron James, il peut refuser n'importe quel trade. Et je pense que c'est impensable que ça vienne de Los Angeles. Par contre, si ça vient de LeBron, c'est là où c'est complètement différent. Si lui dit à Rob Pelinka, soit tu fais un trade qui nous remet dans la course, soit tu m'échanges à Golden State, c'est le seul scénario que je vois possible pour que ça arrive. Il faudrait que ça soit à la demande express de LeBron James. Ok. Bon, les petits trades à venir, de toute façon, il va y en avoir, hein, c'est sûr. Bon, on vous tiendra au courant. On fera peut-être le bilan dans le prochain épisode de Nostradamus de la réorganisation des différentes équipes, des différents rosters. Ouais, moi, c'est des périodes que j'adore, ça, les nouveaux joueurs, et puis la trade deadline. Après, ces dernières années, ça a été assez décevant parce que justement, avec les règles financières, c'est plus complexe. On a moins eu de trades incroyables en février. Mais là, avec l'espèce d'embouteillage à l'ouest, et puis tu vois, là j'en ai parlé de quelques-uns, mais t'en as d'autres, t'as des Robert Williams à Portland, t'as même Kyle Kuzma aux Wizards, t'as pas mal de joueurs comme ça qui seraient super intéressants pour aller renforcer des équipes pour justement se démarquer dans la dernière ligne droite avant les playoffs. Carrément. Affaire à suivre. Dans notre rubrique Oops Culture, aujourd'hui, nous allons parler de Noël. Eh bah tiens, ne serait-ce pas la thématique de l'épisode? J'ai l'impression. Effectivement, petit temps à la culture, et là ce sera culture pub. Il y a des pubs extraordinaires le jour de Noël. Et ça avait commencé notamment avec des mix en fait, de sons de basket qui reprennent un peu des chansons. Et il y a une saison assez intéressante où c'était l'année d'ailleurs où ils avaient fait, parce qu'ils font des maillots spéciaux aussi pour Noël. En tout cas, certaines années, ils ont fait des maillots spéciaux pour les matchs de Noël. Et c'était l'année où ils avaient fait des maillots ton sur ton. Donc genre le maillot de Brooklyn ou de Miami, c'était noir écrit en noir ou blanc écrit en blanc. C'était ultra cool. C'était pas ultra lisible pour voir quel joueur pendant le match, mais je trouve esthétiquement parlant, c'était vraiment stylé. Et ils avaient fait cette espèce de concept où en fait t'avais des mecs qui driblaient. Donc à l'époque t'avais genre Joey Johnson et Carmelo Anthony. D'ailleurs Carmelo Anthony avait un maillot ton sur ton orange des New York Knicks. Et ça faisait tout, mais avec des dribbles. Tu le fais super bien. Ouais, je vais mettre le vrai son merci. Au montage. C'était vraiment ultra stylé, et donc le concept est né un petit peu de là. Et il y a une année où là, ils ont tout défoncé. Ça reste la pub, je pense, la plus emblématique. C'est quand il y a les shooters qui font Jingle Bells. Donc, ils ont rajouté des petites clochettes sur le filet. Et donc, tu as Derrick Rose, Kevin Durant, Steph Curry, James Harden et Steve Nash qui shootent les uns après les autres à 3 points pour faire Jingle Bells. Tune it up, KD. That sounds good right there. Don't mess this up. Good, man. Let's go. Dunk that. Please tell me the camera was on. Donc ça, c'est, je pense, une des meilleures pubs de la NBA. Le seul bémol est que c'est l'année où ils avaient fait les maillots avec les manches.
Donc bon, ça reste parmi je pense, les pires initiatives qu'on a pu voir. Mais bon, la pub reste vraiment fantastique. Et là, ces dernières années, l'année dernière et cette année, pour les matchs de Noël, ils ont imaginé vraiment un délire un peu Toy Story. Donc ils ont fait les joueurs comme des jouets qui se réveillent le soir de Noël et qui se font des matchs et tout. Et cette année, c'est là où la NBA, ils sont vraiment excellents en termes de publicité. Ils ont fait un remake donc, de cette fameuse pub Jingle Bells avec les personnages de Toy Story et NBA. Et donc là, en plus, vu qu'il y a des mecs qui ont une longévité extraordinaire, il y a toujours Durant et James dans ce nouveau remake de la pub, mais maintenant entouré, et Curry d'ailleurs, mais entouré aussi de Tatum et Doncic. Et en fait, tu penses que ça va juste être le remake, et là, tu as Wemby qui arrive, qui récupère la balle, Anthony Edwards, tu as Jalen Brunson, Jokic qui fait un passage aussi, Maxi. Et donc, c'est ça qui est cool, c'est qu'ils font un hommage, en même temps, ils amènent la nouvelle garde de la NBA, et ça finit de la même manière. Tu as un alley-oop cette fois-ci entre Kevin Durant et Anthony Edwards. Donc, la NBA est capable de s'auto-référencer tout en mettant les choses au goût du jour, donc c'est vraiment exceptionnel. Et on vous met ça directement sur le site de Basket Hoops dans nos articles. Vous pouvez aller voir le top des meilleures pubs de Noël. Et ouais, ça met bien dans l'ambiance quoi, avant ces matchs qui arrivent. C'est vrai que c'est une petite tradition, hein, comme ça peut exister aussi. On pense aux pubs du Super Bowl, hein, qui sont toujours des trucs assez démesurés. Et c'est vrai que la petite tradition des pubs de Noël en NBA, comme tu dis, hein, ça fait toujours plaisir et c'est souvent bien foutu. Un petit mot aussi sur un docu dont tu avais envie de nous parler. Ça va nous donner aussi l'occasion d'aborder vite fait le parcours extraordinaire de Paris en Euroleague. Ouais, c'est vrai, on parle beaucoup NBA, mais il y a bien évidemment d'autres compétitions. Et je voulais vous partager, pareil, allez voir sur Basket Hoops, il y a une super série sur YouTube, donc en libre accès, du compte de l'Euroleague directement, qui s'intéresse en fait à Paris depuis, en fait, pour leur première participation en Euroleague. Donc ils ont vraiment eu une bonne intuition, parce que je pense que l'idée c'était juste de suivre la saison de l'équipe rookie. Et finalement, les mecs sont premiers de l'Euroleague. Je ne sais pas si ça s'est déjà vu dans l'histoire, parce que les formats d'Euroleague ont un peu changé et tout. Mais pour leur première saison, à l'heure où on parle dans ce podcast, Paris est toujours premier du championnat d'Euroleague. Monaco, deuxième. Et ils ont eu une longévité, ils ont fait 10 victoires d'affilée. En tapant, il y a quand même a priori quasiment que des bonnes équipes en Euroleague, mais en battant vraiment les ténors de cette compétition, quoi. Donc allez voir cette série documentaire. Il y a, je crois, 5 épisodes actuellement qui sont disponibles. Et c'est vraiment ultra sympa parce que ça suit les joueurs, on voit aussi des fans, on voit vraiment l'émulation, parce que c'est pas que les résultats, c'est aussi vraiment l'ambiance qu'il y a l'air d'avoir dans cette équipe, et puis la communion qu'il y a avec les fans de cette équipe. Et on retrouve ça dans ce documentaire. On en apprend un petit peu sur les coulisses, on voit les joueurs, comment ils sont entre eux, ils chantent, tu vois qu'il y a une bonne ambiance. Oh yeah. Hey. Come on. Hey, hold on. Let me catch it. Hey, yeah, I'm playing with Perry basketball. You know when I shoot, that three is gonna fall. Yeah. When not dear us on the court, you know that he play like it's his favorite sport. Hey, TJ nice and he pass it too. He can shoot threes, he can hit the twos. Ooh, talking about the Paris guys, those my best friends. Yeah, those my guys. Hey, okay. Et puis tu suis au fur et à mesure, un peu en backstage, cette aventure incroyable, parce que il y a eu la série de victoires en Euroleague, mais ils ont aussi continué de gagner en championnat. Bon là, malheureusement, ils viennent de faire 2 défaites de suite. Ils ont perdu contre Lyon en Euroleague et puis contre Le Mans en championnat. Mais ça n'en reste pas moins exceptionnel. Et des joueurs aussi charismatiques que TJ Shorts ou Nadir Ifi, c'est vraiment ultra sympa d'en apprendre plus sur eux. On arrive au moment fatidique. Faut le dire, c'est question pour un rebond.
On a parlé de Noël, on a parlé de la finale 95. Là, j'ai décidé de mettre l'accent sur Hakeem Olajuwon et Shaquille O'Neal. Let's do it. Shaquille, que tu connais assez bien. Oui. On peut dire c'est quasi ton joueur préféré. C'est mon joueur C'est ton préféré joueur préféré. de mon enfance. Après, j'en ai eu d'autres, bien évidemment, mais mon premier vrai fanatisme, disons, de fan NBA, oui, c'est Shaquille O'Neal. Ok. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de me dire, dans une série de statistiques données, lequel des deux était le plus fort. Entre Hakeem et Shaquille. Je te demande pas de me donner les stats exactes, évidemment. Je te demande juste de me dire lequel des deux était le meilleur. Ok. J'ai une petite dizaine de statistiques. Et alors, je veux que tu me dises Hakeem ou Shaquille. Vas-y. Alors, je vais commencer par le nombre de matchs joués. Hakeem. C'est une bonne réponse. 1238 matchs joués par Hakeem, 1207 par Shaquille. Ah, il n'y a pas une énorme différence. Hein. C'est vrai que Shaquille, finalement, il a joué, il a fait des prolongations à la fin de sa carrière, il a joué pour pas mal de clubs. Ok, mais je pensais qu'il y avait une plus grande marge entre les deux, tu vois. Le nombre, la moyenne de points par match. La moyenne de points par match, Shaquille. Ouais, c'est une bonne réponse. 23,7 points par match de saison régulière pour Shaquille O'Neal contre 21,8 pour Hakeem Olajuwon. Le nombre de rebonds. Le nombre, pas la moyenne. La moyenne, pardon. Ah, la moyenne de rebonds, j'irais sur Hakeem Olajuwon. C'est une bonne réponse. Ça joue pas grand-chose. 11,1 rebonds pour Hakeem contre 10,9 pour Shaq. Le nombre d'assists. La moyenne de passes, Shaquille était un très très bon passeur, malgré tout, mais je pense que c'est Hakeem. C'était la question piège, évidemment, puisqu'ils ont la même moyenne tous les deux. Ils sont à 2,5 assists tous les deux. Le nombre de sélections au All-Star Game. Ouh là là. C'est difficile, ça, parce que les deux en ont eu beaucoup. Si on compte les sélections, donc même les blessures, parce que je sais que Shaquille a déjà été blessé, mais bon, je pense que la sélection compte quand même. Je dirais Shaquille O'Neal. Bonne réponse. 15 sélections pour Shaquille contre 12 pour Hakeem. Okay. Ouais. Le record de points sur un match. Oh, Shaquille O'Neal. T'as le nombre de points ? 61. Ah, c'est une très très bonne réponse de la part de Mike. 61, le record high sur un match. C'était 52 pour Hakeem. Ouais, son record de points. Son record de rebond sur un match. Qui a le meilleur record de rebond sur un match ? J'ai envie de dire Shaquille, quand même. Bonne réponse. Encore une fois, 28 rebonds. Ouais, c'est ça. Sur un match contre 25 pour Olajuwon. Le nombre de titres, ça c'est facile. Ah ouais. Hakeem en a gagné 2 et Shaquille en a gagné 4. Tout à fait. C'est une bonne réponse. Le nombre de titres de MVP. Shaquille en a gagné 1 en l'an 2000. Est-ce que Hakeem a gagné un titre de MVP ? Je suis pas sûr. Donc je veux dire Shaq. C'était la question piège encore une fois. Un partout ? Un partout. Ah, fuck, j'ai oublié qu'Hakeem avait gagné un titre de MVP. Il en avait gagné un, effectivement. C'est un quasi sans faute là que tu nous as fait là. Ah, j'aurais dû savoir que Hakeem il avait gagné le titre de MVP, sachant qu'il a dû le gagner. Ouais, il l'a gagné, je dirais en 94. Ouais, non, je le savais, mais ça m'a échappé. Ouais, écoute, ça faisait 9 catégories. Je crois que tu as 8 sur 9 de bien. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Basket Hoops spécial Noël. On vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année, pour cette bonne fête. Pas trop d'abus de dinde ou autre. Et puis on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour un nouvel épisode de Basket Hoops. Merci Tom. Merci Mike. À la prochaine. Bye bye. À bientôt, ciao.